Alors, je vous présente, merci de l'accueillir, de l'applaudir, c'est Grégory Dorvis, s'il vous plaît. Pour la suite de la conférence, moi j'ai terminé de parler, c'est à vous de Grégory. Merci beaucoup. Je n'ai pas l'habitude d'avoir un chauffeur de salle. Parce que je suis enseignant à l'université, donc c'est assez rare qu'on rentre en cours avec quelqu'un qui dit ouais, notre prof qui vient nous faire un cours sur les politiques environnementales. Bon. Mais ça fait plaisir, merci. Donc merci au festival pour l'invitation, qui me fait très plaisir. J'adore sillonner, être invité à droite à gauche et parler de permaculture et de transition écologique, de sujets qui me passionnent. Et j'ai de la chance parce que c'est un sujet qui passionne beaucoup de monde, donc en général il y a beaucoup de monde et les débats sont intéressants et intéressés. Donc voilà, je vous remercie d'être tous là. Donc je suis enseignant en sciences politiques depuis plus de 20 ans, et depuis au moins 10 ans, l'essentiel de mes enseignements, c'est sur les thématiques écologiques, les politiques environnementales, notamment au niveau local. Et puis je suis aussi, dans ma vie personnelle, à l'origine d'une ville en transition. J'habite à Beauvais, dans l'Oise, donc c'est Beauvais en transition, donc il y a beaucoup d'activités associatives relatives aux alternatives sociales et écologiques, on va dire. Et puis, depuis quelques années, je suis très impliqué aussi dans la diffusion, la sensibilisation sur les questions sur la permaculture. Donc j'anime des formations, des sessions de formation, et puis ce livre donc, sur la permaculture qui est paru l'an dernier chez Terre Vivante. Alors, le but de ma présentation, ça va être de vous expliquer ce que c'est que la permaculture, ce qui va probablement surprendre certains et certaines ici, puisqu'en fait, la permaculture, pour commencer, la première chose à dire, c'est que ça n'est pas une technique de jardinage, ça n'est pas une méthode de jardinage. Alors déjà, peut-être qu'il y a certains jardiniers qui vont se dire, bon, chérie, on s'en va, c'est pas la peine. Bon, ça, c'est la première chose à dire, et c'est important à dire parce que la plupart des gens qui découvrent, qui viennent à la permaculture, et en tout cas qui me posent des questions sur la permaculture, c'est presque toujours sur le jardin. Et j'ai presque toujours une question du type, bon, je voudrais commencer la permaculture, et par quoi je commence, ou comment je fais. Et donc, l'idée est venue de faire ce livre pour avoir à expliquer ce que je réponds toujours, c'est-à-dire qu'en fait, la permaculture, c'est beaucoup, beaucoup plus que ça, et c'est beaucoup mieux que ça. Vous allez voir, c'est ça qui est le plus intéressant. Donc, ça, c'est l'objet du livre et de cette conférence. Alors, la permaculture, ça a été inventé, entre guillemets, par deux auteurs, enfin deux Australiens qui s'appellent Bill Mollison et David Holmgren. C'était le professeur et l'élève, un professeur de biologie et son élève qui faisait une thèse de biologie. Et donc, ce sont deux personnes qui étaient très préoccupées par les désastres ou les ravages qu'ils observaient dus à l'agriculture industrielle en Australie. Bon, et puis très très vite, ils se sont rendus compte qu'en fait, le problème de l'agriculture n'était une petite partie d'un problème beaucoup plus global, et que ce qui était nécessaire, c'était pas simplement révolutionner les pratiques agricoles, mais c'était révolutionner totalement nos modes de vie, nos pratiques, nos modes de vie individuels et collectifs d'ailleurs, hein, nos façons de consommer, nos façons de produire de la nourriture, de nous déplacer, de nous soigner, d'éduquer, etc., etc. Voilà. Donc au départ, permaculture, ça vient de agriculture permanente. C'est la contraction de ces deux mots. Donc c'est pour ça que le terme vient de ce moment où ces deux personnes ont surtout réfléchi aux questions agricoles. Mais très vite, en fait, permaculture a pris un autre sens, et moi aujourd'hui, je la définis en disant que la permaculture, c'est la culture de la permanence. Donc c'est-à-dire, concrètement, la culture de la permanence, c'est le fait d'intégrer la permanence ou la durabilité dans toutes les dimensions de nos vies. Donc non seulement dans la manière dont on va produire de la nourriture ou acheter de la nourriture, consommer de la nourriture, mais aussi pour la façon dont on se déplace, on habite, on construit nos logements, etc. Intégrer la durabilité dans nos vies. Et j'ai envie de dire la vraie durabilité. Je ne vais pas rentrer dans les détails théoriques sur les débats théoriques sur la durabilité, mais il faut que vous sachiez qu'il y a plusieurs degrés ou plusieurs définitions de la durabilité, et celle que je partage, ce qu'on appelle la durabilité forte, c'est l'idée que ce qui est durable, c'est ce qui peut durer, en gros pour dire simple, ce qui est généralisable à toute la planète et pour très longtemps. Et la plupart de ce qu'on nous propose aujourd'hui comme solutions durables, ce sont des solutions durables qu'on ne pourra jamais généraliser à 7 milliards d'humains. On n'aura jamais assez d'énergie et de matières premières et de métaux pour généraliser, par exemple, la voiture électrique ou les panneaux solaires, etc. Donc, ce n'est pas durable dans l'espace.
Et ça n'est pas durable dans le temps non plus, parce que quand bien même on pourrait le faire pour 2-3 générations, pas plus. Voilà. Donc ce que j'entends par durable, c'est quelque chose, une technique par exemple, une procédure, une manière de faire, qui puisse exister encore sur toute la planète, et alors j'ai coutume de dire, parce que ça marque, ça parle beaucoup aux gens, pour les siècles des siècles. Ça va faire titre. Voilà. Ce qui est durable, c'est ce qui peut marcher partout pour les siècles des siècles. Voilà. Certains peut-être, ça ne va pas leur parler, mais beaucoup si. Voilà. Si ça n'est pas durable, si ça n'est pas généralisable pour tout le monde, et pour, allez, 100, 500, 1000, 5000 ans, je ne vais pas dire que c'est bidon, mais ça ne peut être qu'une transition vers quelque chose qui sera beaucoup, beaucoup plus sobre en énergie, en métaux, etc. Alors, la permaculture, en quelque sorte, c'est un outil théorique et pratique, que je vais vous décrire après, pour mettre en place des systèmes habités, des écosystèmes habités, qui soient vraiment durables dans ce sens-là. C'est-à-dire, on peut imaginer, quand on voit un écosystème permaculturel, par exemple une micro-ferme, je vous décrirai un petit peu, ou un jardin-forêt, on peut tout à fait imaginer qu'il y en ait partout sur cette planète, sous toutes les latitudes et sous tous les climats. Et on peut imaginer que ça dure encore dans 10 000 ans et qu'on y vivra très bien et très heureux. C'est sûr que ce n'est pas le même mode de vie qu'aujourd'hui. Ce n'est pas le même niveau de vie, ce n'est pas le même niveau de consommation, mais ça c'est vraiment généralisable. Voilà. Donc, pour résumer, la permaculture, c'est une philosophie de vie qui consiste à intégrer systématiquement cette durabilité ambitieuse dans nos vies et dans toutes les dimensions de nos vies. Et si on veut un tout petit peu détailler, il y a plusieurs dimensions dans la philosophie, dans la permaculture. D'abord, c'est une philosophie de vie. C'est ce que je viens de vous dire, un état d'esprit fondé sur un souci de durabilité, sur l'observation de la nature, sur une réflexion éthique sur la nature aussi, le partage de la nature avec d'autres espèces que la nôtre. Les vivants non humains ont aussi leur place ici, donc c'est une philosophie. C'est aussi une science, la permaculture. Donc si on se documente, si on approfondit ses connaissances sur la permaculture, on va rencontrer des concepts que tous les permaculteurs connaissent, qui sont des concepts de zone, par exemple, enfin, secteur, enfin, c'est des choses un petit peu barbares peut-être, mais en fait qui sont très très simples, que je décris dans le livre. Ensuite, c'est un ensemble de techniques, de pratiques, dont la plupart sont très connues. Pour le jardinage, par exemple, ça va être le paillage, ça va être les associations de culture, ça va être la grelinette, etc. Donc ça, c'est des techniques qui ne sont pas l'essence de la permaculture, mais qu'on peut utiliser pour mettre en place un système qui va être inspiré par la permaculture. Voilà. Et enfin, quatrième élément, la permaculture, c'est une méthode ou une stratégie qu'on appelle le design permaculturel. Pour l'instant, c'est très théorique, mais rassurez-vous, vous allez voir, c'est très très simple. Le design permaculturel, c'est tout simplement une façon de concevoir, de planifier la réalisation et la mise en œuvre de ces écosystèmes habités qui fonctionnent comme la nature. Voilà, donc c'est juste une méthode de conception. Alors la permaculture, c'est tout ça. Vous voyez, on est loin de simplement faire des buts et mélanger des carottes et des poireaux. Et c'est beaucoup plus, c'est pour ça que je vous disais, c'est beaucoup plus, et c'est beaucoup plus riche, et c'est beaucoup plus intéressant, parce que savoir associer des carottes et des poireaux, en dehors du jardin, ça ne sert à pas grand-chose, alors que les principes de la permaculture, je vais vous en présenter quelques-uns, ça change une vie, et c'est pas une figure de style. Je vous assure que, pour moi, je n'hésite pas à le dire, la permaculture a changé ma vie, vraiment, a changé ma manière d'envisager mon avenir, l'avenir de ma famille, mon activité quotidienne, ma façon de... Voilà, a changé ma vie. Bon, donc, définition un peu synthétique, la permaculture, c'est une philosophie, une science, une méthode, etc., qui vise, ça c'est l'essentiel, qui vise à concevoir et à aménager, à mettre en œuvre des écosystèmes habités. Un écosystème habité, ça peut être un jardin, ça peut être une micro-ferme, ça peut être une maison, ça peut être une entreprise, une association, une cour d'école, peu importe. Donc mettre en œuvre, concevoir, mettre en œuvre des écosystèmes habités qui vont fonctionner comme la nature. C'est ça, fondamentalement la permaculture, c'est ça. Fonctionner comme la nature, ça veut dire qu'ils vont respecter les lois de la nature. Les lois qui font que la nature, partout sur cette planète, déploie ses potentialités jusqu'à devenir extrêmement riche, extrêmement productive, en utilisant très peu d'énergie, voire pas du tout d'énergie, excepté celle du soleil. Voilà, quand on parle de transition énergétique, c'est quoi la transition énergétique? C'est juste revenir à ce qui se passait avant qu'on utilise le charbon. En fait, c'est ça la transition énergétique. On ne l'oublie pas comme ça. Mais en fait, la vraie transition énergétique, c'est revenir à l'époque où la seule énergie
qui était à la disposition des êtres vivants sur cette planète, c'était le soleil. Donc soit le soleil, soit les végétaux qui poussent grâce au soleil, et qu'on peut faire brûler après. Bon. Alors, donc, je vais peut-être t'inviter à mettre l'image suivante. Vous voyez que, telle que je viens de la définir, la permaculture, on peut l'appliquer partout, absolument dans tous les domaines. La personne qui m'a formé à la permaculture, je me souviens très bien, dans le premier des cours, enfin le premier jour de la formation, a commencé à dire « moi j'aime pas le jardin ». Donc ça peut surprendre, hein, mais quand on pense que la permaculture c'est une technique de jardinage, en fait il disait « moi ça ne m'intéresse pas spécialement le jardin, ce qui m'intéresse c'est de populariser la permaculture et de faire en sorte qu'elle s'applique dans tous les domaines ». Donc vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle la fleur de la permaculture, avec l'idée qu'au cœur de la définition, il y a des éthiques, il y a des principes que je vais vous présenter. Et puis autour, il y a tous les domaines d'application de ces principes et de ces éthiques. Donc il y a le jardin, mais il y a aussi les finances, il y a aussi la santé, il y a aussi les transports, il y a aussi la gouvernance, la permaculture humaine. Voilà, il y a énormément de domaines. Et du coup, on peut très bien considérer qu'on est un permaculteur dans l'âme, en quelque sorte, parce que ce n'est pas un métier, permaculteur, c'est un état d'esprit. On peut très bien considérer qu'on est un permaculteur dans l'âme en mettant jamais les pieds dans un jardin. Jamais. L'exemple que je donne le plus souvent, c'est l'exemple de quelqu'un qui aurait une activité qui consisterait à fabriquer et à assurer la maintenance de toilettes sèches. On est loin du jardin, et pourtant, voilà une activité qui, quand on regarde tous les principes de la permaculture, qui est parfaitement en ligne. C'est low-tech, c'est accessible pour tout le monde, ça permet de boucler les flux, comme on dit, c'est-à-dire de ne pas produire de déchets, de réutiliser sur place tous les déchets qu'on produit, enfin il y a tous les avantages. Tous les principes de la permaculture sont réunis dans la notion de toilette sèche. Voilà. Alors, ça c'était pour le premier aspect. Alors ensuite, je vais t'inviter voilà, le deuxième schéma, c'est, dans le livre en fait, je présente la permaculture en 3 temps. D'abord les éthiques, puis les principes, puis les techniques. Et si j'ai pris cet ordre, évidemment, cet ordre chronologique, ça correspond aussi à un ordre de priorité, un ordre du plus au moins important. Donc les éthiques qui sont au cœur de la permaculture, ce sont un ensemble c'est le cadre philosophique que l'on doit respecter si on veut vraiment être dans l'état d'esprit, enfin dans l'esprit de la permaculture. C'est obligatoire, mais si on ne respecte pas ce cadre philosophique, ces éthiques, on ne peut pas prétendre qu'on est permaculteur. Vous pouvez toujours dire je suis permaculteur, mais si vous allez, parce que vous jardinez en associant les plantes par exemple, mais si votre jardin est à 5 km de chez vous et que vous y allez en SUV ou en 4x4, bon, tout le monde est d'accord pour comprendre que voilà, on n'est pas vraiment dans l'éthique de la permaculture, notamment la première éthique. Ensuite, un petit peu autour, il y a les principes. Les principes de la permaculture, vous allez voir que ce sont juste les lois de la nature. Donc ça, j'en dirai quelques mots. Ces lois de la nature, on n'est pas obligé de les respecter, mais moi je formule comme ça en disant on a intérêt à les respecter. Donc si vous mettez en place un écosystème habité qui respecte ces lois de la nature, votre écosystème habité va être plus efficace, plus économe en énergie, plus durable, plus résilient. Ça veut dire qu'il va plus facilement encaisser des chocs, une sécheresse, une grosse tempête, une maladie de votre part. Voilà, plus résilient. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais il faut savoir que plus un écosystème habité respecte ces lois de la nature, plus il y a de risques d'être durable et efficace. Sinon, il est peut-être efficace, mais il ne va pas durer longtemps. Il est voué à s'effondrer. Et puis autour, il y a les techniques. Alors ça, les techniques, on peut les utiliser si c'est adapté au contexte et à ses objectifs. C'est très facile à comprendre. Si vous dites la permaculture, qu'est-ce que c'est? C'est faire des buts avec la grelinette, et que vous dites moi, ma manière de faire de la permaculture, c'est de, je sais pas, par exemple, de développer des pratiques pédagogiques alternatives dans ma classe pour faire en sorte que ma classe soit plus démocratique, respecte plus le rythme de vie, etc. Bon, la grelinette et les associations de culture, surtout si vous êtes en ville et qu'il n'y a pas de jardin dans votre école, c'est une technique de permaculture, mais elle ne vous sert à rien. Et donc les techniques de permaculture, c'est juste des techniques qu'on peut utiliser si c'est adapté à ses objectifs, à son contexte. Et j'insiste bien, alors notamment pour tous ceux qui m'ont déjà ce matin posé des questions sur est-ce que c'est bien de faire une butte ou est-ce que c'est bien... Certaines de ces techniques sont très efficaces dans un contexte, sont inefficaces dans un autre, voire sont contre-productives dans un troisième. Donc méfiez-vous, j'y reviendrai tout à l'heure, mais méfiez-vous des conseils qu'on vous donne sur Internet. Bon, ça c'est... mais j'y reviendrai tout à l'heure.
Bon, donc ce qui importe pour être un permaculteur, pour revenir à ce schéma, c'est d'être en ligne avec le cœur, les éthiques et les principes. Si votre activité, votre manière de vous conduire dans votre vie personnelle ou professionnelle ou familiale, etc., si elle respecte globalement ces éthiques et ces principes, vous êtes un permaculteur. Où que vous habitiez, quoi que vous fassiez. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est pas un métier. Voilà. Alors, je prolonge un petit peu sur les éthiques. Donc les éthiques, des règles de vie en quelque sorte. L'idée des éthiques de la permaculture, je précise bien, c'est très important, ce ne sont pas des dogmes. Il ne s'agit pas de dire il faut faire ceci, ou il faut faire cela, ou il ne faut pas. Ou si tu fais ceci, c'est pas bien. Tu es quelqu'un de mauvais. L'idée de l'éthique, enfin telle que moi je la formule, des éthiques de permaculture, c'est de dire si je fais ceci, il se passe cela. Donc l'idée, en fait, c'est une invitation à assumer nos responsabilités. On ne peut pas faire comme si aucun de nos comportements n'avait de conséquences. Quand je prends ma voiture, moi j'ai pas de voiture, mais bon, je me déplace parfois en voiture, à chaque fois qu'on prend sa voiture, il faut bien avoir conscience que ça produit un certain nombre d'effets sociaux et écologiques, et donc voilà, l'éthique de la permaculture, sur ce plan-là, elle invite simplement à être conscient de ces impacts, et puis après, chacun avec sa conscience pour essayer d'adapter petit à petit, par étape, ces comportements. J'insiste bien sur le par étape. Il ne s'agit pas de dire, il y a ceux qui sont déjà permaculteurs, qui ont, comme ils avaient un diplôme en quelque sorte, une certification, et puis les autres qui ne le sont pas, donc on peut se permettre de leur dire, ouais mais toi ce que tu fais c'est pas de la perma. Le meilleur moyen de ne pas populariser la perma, c'est de critiquer ceux qui ne sont pas suffisamment loin sur le chemin, de notre point de vue. D'autant plus que bien souvent, j'observe que quelqu'un qui est très avancé par exemple sur le jardinage permacole, peut très bien, sur d'autres dimensions de sa vie, par exemple sur la santé, être beaucoup moins avancé que son voisin qui roule en 4x4 ou qui motoculte son jardin. Vous voyez, donc l'idée, c'est pas de décerner des bons ou des mauvais points. Bon. En tout cas, invitation à assumer ses responsabilités. Alors là, la permaculture, en fait, vous connaissez tous, j'imagine, la très fameuse phrase de Gandhi, « Soyez le changement que vous voulez voir advenir dans le monde ». La permaculture est totalement en ligne avec cette idée-là. C'est-à-dire qu'elle invite, en gros, elle nous dit, avant de demander aux autres de changer leur comportement, ou de les critiquer pour leur comportement, ou parce qu'ils ne changent pas de comportement, commençons par changer les nôtres. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aussi essayer de demander ou de modifier les comportements des autres, mais commençons déjà par nous occuper de ce que nous faisons nous-mêmes. Voilà, alors là, le prochain schéma, c'est ça. On me pose très souvent la question, à la fin de mes conférences, donc là j'en parle maintenant du coup, oui mais qu'est-ce qu'on peut faire, étant donné la gravité de la situation écologique, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, et je dis toujours, on a besoin de 3 choses. On a besoin de gens qui sensibilisent, qui informent, qui diffusent des informations. C'est ce que je suis en train de faire. Quand je fais des cours, je raconte aussi, je fais un cours sur la crise écologique, les étudiants sortent de là assez déprimés chaque cours, parce que la réalité n'est pas très réjouissante. Donc on a besoin de ça, des gens qui informent. On a aussi besoin, c'est l'image qui est au milieu, des gens qui font de la politique. Alors soit ils vont protester contre des actions, ils vont, je sais pas, occuper une ZAD, ils vont militer, se présenter à des élections, enfin bon, peu importe, ils font de la politique pour essayer de changer les choses concrètement. Et puis on a besoin, troisième image, de gens qui expérimentent, et j'ai envie de dire qui jettent les bases de la société de demain, qui mettent en place des alternatives. Ça peut être une monnaie locale, ça peut être un atelier d'auto-réparation participative, ça peut être une recyclerie, ça peut être un jardin partagé ou d'insertion, plein de choses. Bon. Et ça, on a besoin des 3. J'aime bien utiliser la métaphore du Titanic. Elle est bien connue, on est sur des sociétés, nous sommes le Titanic. Enfin, moi, personnellement, je suis sûr que nos sociétés occidentales vont couler, c'est inévitable. Je ne veux pas détailler davantage, mais pour moi, l'effondrement, il est acté. Bon. Et on a besoin de 3 choses. On a besoin de gens qui alertent sur ça, qui expliquent aux gens qui ne le croient pas que l'effondrement de notre modèle de société et de notre modèle économique, il est absolument inéluctable, on n'y échappera pas. Et d'ailleurs, tant mieux, parce que c'est un modèle qui génère des désastres. Bon. Donc on a besoin de gens qui informent. On a aussi besoin de gens, si je reprends la métaphore du Titanic, qui essayent de faire en sorte que le naufrage soit le plus lent possible, le moins douloureux possible.
de faire en sorte que ça ne se passe pas trop mal, que ça se passe de manière transitoire, de manière juste, de manière démocratique si possible. Et puis on a besoin de gens, pour reprendre la métaphore du Titanic, qui jettent des canaux à la mer. Ou mieux encore, qui fabriquent des canaux. C'est un peu tard quand on est sur le Titanic, donc c'est pour ça qu'il faut essayer de s'y prendre tôt. Vous voyez, on a besoin des trois. Et je suis assez attristé souvent dans les milieux écolos de voir des querelles de chapelle ou des accusations, les uns disant aux autres, oui, mais ce que tu fais, ça sert à rien. Ou, vous voyez, ceux qui disent, oui, le changement ne doit venir que par le bas et par les petits gestes quotidiens. Et je dis toujours, bah, vous êtes bien gentils, mais les petits gestes quotidiens, c'est pas ça qui va nous donner des réseaux de pistes cyclables dans les villes, par exemple. Pour ça, il faut bien faire de la politique. Puis la politique, c'est bien joli, mais enfin, on voit que ça marche pas très bien et que si ça n'est pas complété par des changements de comportement quotidien, bon, il faut que ça embraye aussi. Et puis il faut que quand les réseaux, les systèmes qui nous font vivre aujourd'hui, qui nous nourrissent, qui produisent notre énergie, qui récupèrent nos déchets, etc., quand tout ça ne pourra plus fonctionner, il faut bien qu'il y ait quelque chose à la place. Donc on a aussi besoin de créer des alternatives. Alors pourquoi je fais cet assez long détour? Tout simplement pour vous dire que la permaculture, culturellement, elle est plus proche du troisième pilier. La permaculture, elle nous invite à, alors ceux qui ont envie, en tout cas, elle invite ces personnes à utiliser leur savoir-faire, leurs compétences, leur enthousiasme, etc., pour mettre en place des alternatives, pour mettre en place des plans B, des choses qui, peut-être aujourd'hui, ne sont pas très rentables, peut-être aujourd'hui paraissent un peu farfelues ou un peu utopiques, mais des choses dont on aura besoin dans quelques années. Voilà, des jardins partagés, des jardins forêts, des systèmes de production d'électricité ou d'énergie vraiment durables, donc pas des panneaux solaires, hein, par exemple, mais, parce que même si ça peut être transitoire. Je ne dis pas que c'est pas bien, hein, je dis juste qu'il ne faut pas imaginer qu'on puisse bâtir une société durable sur ça, c'est tout ce que je dis. Voilà, donc pour résumer sur ces éthiques, la permaculture, donc, elle est plus proche de ce troisième pilier, donc elle nous invite à faire d'abord notre part. Vous savez, c'est un peu comme la légende du colibri, là. Faire d'abord sa part. Mais il faut aussi faire le nécessaire. Il paraît que la légende du colibri se poursuit par un texte qui fait intervenir un sanglier qui dit il faut faire sa part, mais il faut aussi faire le nécessaire. Et le nécessaire, parfois, c'est plus que sa part ou autre chose. Mais il faut les deux. Il faut le colibri et le sanglier. Voilà. Bon, alors, la première de ces éthiques, je vais vous les décrire brièvement, mais peut-être certains déjà connaissent prendre soin de la nature, prendre soin de l'humain, etc. Alors, prendre soin de la nature, je parle plutôt d'une éthique de la Terre. Bon, je ne vais pas détailler davantage, c'est tout simplement l'éthique écologiste, ou le discours écologique ou écologiste depuis très très longtemps. L'idée, c'est simplement pour résumer en une formule, vivre selon nos moyens écologiques. Nous savons tous que nous vivons très 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 au-dessus de nos moyens écologiques, l'humanité dans son ensemble, en France encore plus, et en France certains milieux sociaux beaucoup plus que d'autres. Vous connaissez tous, j'imagine, la notion d'empreinte écologique. L'empreinte écologique d'un Français moyen, c'est 3 planètes. Enfin, si tout le monde vivait comme un Français moyen, ce serait 3 planètes. Moi, j'ai pas de voiture, je ne mange que bio, et pourtant je suis au-dessus d'une planète. Donc vous voyez, je ne veux pas vous culpabiliser, parce qu'en tout cas, je me critique, je m'inclus dans la critique. Mon mode de vie à moi n'est pas soutenable. Donc ça, la première étape pour l'instant. J'y travaille. La première éthique de la permaculture, c'est ça, c'est essayer de faire en sorte qu'on va vivre selon nos moyens écologiques. Et c'est une urgence. Je vais encore une deuxième fois dire des choses pas forcément très positives ou réjouissantes, mais je pense que c'est très très important de le dire. La situation écologique, j'enseigne sur ces questions et tous les ans je réactualise mon cours et tous les ans, moi-même, c'est ce que je lis et ce que je constate m'accable. La situation écologique de la planète est quasiment désespérée. Vous savez, au sens où on dit quelqu'un qui a un accident de voiture et on dit son état est désespéré. Donc on va peut-être le sauver, mais pour le sauver, il faut vraiment que ce soit l'urgence absolue. Qu'on ne fasse rien d'autre que chercher le sauver. Et c'est même pas sûr. La planète, on est à ce stade-là. Il y a une telle inertie sur le climat, la biodiversité, etc. Et je ne vais pas vous abreuver de chiffres, ce n'est pas l'objet, mais que si on ne se lance pas dans un changement absolument révolutionnaire pour tout le monde, c'est foutu. Donc je dis souvent, c'est foutu, sauf si. C'est-à-dire, si on ne fait pas le nécessaire, et le nécessaire c'est vraiment très fort, effectivement c'est foutu. Par contre, l'objet de la permaculture, c'est de nous donner
des moyens, des ressources théoriques et pratiques pour mettre en place ce sauf si. Vous voyez? Alors ça, c'est très important de le dire pour moi. Ça peut peut-être paraître un peu... C'est pas très pensée positive, je suis bien d'accord, mais pour moi, c'est fondamental. Parce que si on n'a pas conscience de la gravité et de l'urgence de la situation, inévitablement, on va s'orienter vers des petites mesurettes. Des mesures qui ne sont pas à la hauteur de cette gravité de la situation. On va se satisfaire de petites évolutions. Ah bah tiens, je mange bio, je prends mon vélo souvent, j'ai acheté une plus petite voiture ou une voiture électrique, donc voilà, j'ai gardé mon portable 2 ans de plus, donc bon ça va, je suis écolo, tout va bien. Non, ça c'est très 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 loin de ce qui sera nécessaire. Donc je dis souvent la permaculture c'est une question de vie ou de mort. Donc, ça glace un peu parfois, mais je le pense sincèrement. Donc si, tout simplement parce que je disais tout à l'heure, les principes de la permaculture c'est des lois de la nature, donc on ne peut pas les violer impunément. Si on continue à les violer comme le font nos sociétés, ça va vraiment aller très mal. Donc l'éthique de la nature, enfin de l'humain, c'est aussi veiller à construire des écosystèmes dans lesquels qui soient bienveillants, aussi pour nous. Pour nos corps, par exemple, dans un jardin, les postures, les outils, etc., pour ne pas se tuer le dos, les genoux, ça fait partie de l'éthique de l'humain, par exemple. Mettre en place des systèmes de gouvernance, comme on dit dans les associations, pour que chacun puisse s'exprimer, se sentir entendu, que les rôles soient répartis de manière harmonieuse, etc. Ça fait aussi partie de l'éthique de l'humain. Et quand je parle d'éthique de l'humain ici, on pourrait dire que c'est le souci du prochain. Mais c'est aussi le souci du lointain dans l'espace et du lointain dans le temps. Donc, il y a plein d'actions qui sont très bien pour se soucier de ses enfants et de sa famille, mais au prix de désastres sociaux et psychologiques et humains pour des gens qui habitent loin, par exemple, ou pour des gens qui vivront plus tard. Donc l'éthique de l'humain, c'est aussi le souci du prochain et du lointain. Voilà. Et la troisième éthique, il y a plein de formulations diverses et variées. La mienne, c'est prendre son juste besoin et partager le reste. Donc se demander avant de consommer, c'est bientôt Noël là, par exemple, est-ce que j'ai vraiment besoin de ceci, de cela, comment je peux m'y prendre autrement qu'en achetant quelque chose de neuf, par exemple. C'est ça, prendre son juste besoin. Et puis si mes besoins essentiels sont satisfaits, sont validés, je n'ai pas besoin de davantage. Donc l'éthique de la permaculture, c'est aussi l'éthique du partage, c'est aussi l'éthique de la... Vous voyez, c'est présenté comme ça, c'est le plus positif, j'imagine, pour beaucoup. C'est aussi l'éthique de la générosité, de l'abondance. Un écosystème qui est bien conçu devient un écosystème qui est très productif, qui libère du temps libre, qui ne donne pas seulement de la nourriture, qui donne aussi du temps libre, qui donne des gratifications, du plaisir, de la fierté d'avoir créé quelque chose qui marche et qui est efficace. Donc, et ça peut se distribuer, c'est gratuit en plus tout ça. Voilà. Alors, pour résumer, les éthiques de la permaculture, en gros, c'est se donner des limites. Et ça, dans nos sociétés, les limites, on a du mal à les accepter. On est dans des sociétés de l'illimité, jusqu'à ne plus s'en rendre compte. On fait des choses qui sont absolument délirantes, écologiquement, et on ne se rend même pas compte à quel point c'est délirant, et pour nous, c'est normal. Je sais pas, des choses... vous avez froid l'hiver, vous appuyez sur un bouton, et hop, le chauffage apparaît, et une demi-heure après, vous n'avez plus froid. Écologiquement, c'est un truc invraisemblable, quand même. Hein. Si vous imaginez vos arrière-grands-parents qui seraient téléportés chez vous, et vous leur diriez, regarde, il fait froid, tiens, j'appuie là-dessus, dans une demi-heure, tu auras plus froid. Vous imaginez les yeux qui feraient. Bon. Et on fait des trucs encore plus folles. C'est-à-dire que tous les jours, faire 2 fois 20 km pour aller au travail, en se déplaçant dans une voiture qui pèse 800 kg pour déplacer une personne. Énergétiquement, il n'y a quand même pas beaucoup de choses plus débiles, enfin plus délirantes, plus inefficaces, plus que ça quand même. Bon. Au troisième exemple, on fait nos besoins dans de l'eau potable. Vous imaginez quand même à l'échelle de l'humanité ce que ça veut dire que d'aller pisser dans de l'eau potable. C'est quand même un truc... il y a beaucoup de choses comme ça qu'on fait, mais quand on y réfléchit, on dit il y a quand même beaucoup de gens devant qui j'aurais honte j'aurais honte qu'ils sachent que je fasse ça. Voilà, donc pour résumer, les éthiques, voilà comment je les formule. La permaculture, elle nous invite à faire ce que les générations futures seront heureuses et reconnaissantes qu'on ait fait. J'aime bien me placer dans ce temps-là. Imaginez si un jour j'ai des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, qui puissent se dire « Ouais, j'ai eu un papy ou un grand-papy, ouais, il disait des trucs un peu bizarres, au début on le prenait pour un gugus, mais enfin il a fait des choses, heureusement quand même. Je suis bien... Et c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de gens qui aient fait ça. Pour moi, la formulation de l'éthique de la permaculture, c'est un peu ça. C'est essayer de mettre en place des choses dont on puisse se dire à la fin de sa vie
j'ai pas vécu pour rien, quoi. J'ai fait des choses plutôt sympas. Ça, c'est l'éthique. Alors, ensuite, les principes. Donc, le deuxième, si on revient au dessin d'avant, c'est un petit peu le deuxième cercle. Alors, les principes, ce sont des guides pour l'action. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a une situation dans laquelle on doit prendre une décision, quelle technique je vais utiliser, quel va être mon objectif, comment je vais m'y prendre, eh bien ces principes vont nous aider à prendre une décision qui soit la plus conforme avec les lois de la nature. Parce qu'en fait, un principe de la permaculture, presque toujours, vous allez voir, c'est une loi naturelle. Et une loi naturelle, ça veut dire qu'on la retrouve partout sur cette planète, dans tous les écosystèmes. La nature, c'est un immense laboratoire de recherche et développement. La nature est en permanence en train de tester des trucs, d'imaginer des nouveaux... Enfin, de mettre en place des nouvelles choses. Souvent, c'est le hasard qui fait que de nouvelles espèces apparaissent. Tout ce qui ne marche pas, tout ce qui n'est pas efficace disparaît très vite. Tout ce qui est efficace, non seulement survit, se transmet, se généralise. Ça veut dire une chose simple, c'est que tout ce que nous voyons dans la nature aujourd'hui et que nous voyons un peu partout, par définition, c'est efficace. Par définition. Sinon, ça aurait disparu depuis très longtemps. Alors, pourquoi c'est important de savoir ça? Parce que du coup, on peut se dire, nous, humains, si nous voulons aussi être efficaces, être durables, être performants, utiliser plus d'énergie, etc., le mieux qu'on ait à faire, c'est de connaître et de comprendre ces lois de la nature, de s'en inspirer, et ensuite, ce que je disais tout à l'heure, de créer un écosystème habité qui va les respecter et qui du coup fonctionnera comme la nature et aura beaucoup plus de chances d'être efficace, performant, productif, durable, etc. etc. Vous voyez, en fait, l'essence de la permaculture, c'est ça. C'est assez théorique, présenté comme ça, mais après, vous pouvez appliquer ça de manière pratico-pratique et extrêmement efficace. Bon, donc ça veut dire que ces principes de la permaculture, pour les comprendre et les connaître, c'est important d'avoir un minimum de connaissances des fonctionnements de la nature. Un tout petit peu de connaissances en écologie. Il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat de biologie, je vous rassure, mais un tout petit peu de notion, savoir ce que c'est qu'un écosystème, ce que c'est qu'une niche écologique, ce que c'est qu'un seuil d'irréversibilité, bon, ce genre de choses. Et donc dans le livre, il y a un chapitre qui s'appelle « À l'école de la nature », dans lequel je l'écris je dois faire une quinzaine de pages à peu près, avec des schémas, des photos, des dessins, toutes ces notions-là qui sont très très simples. Et une fois que vous les avez compris, ça décrit aussi ce qu'on appelle les modèles écologiques, c'est-à-dire des formes qu'on retrouve un peu partout dans la nature. Par exemple, la forme de la spirale, on la retrouve dans la coquille de l'escargot ou dans le cyclone, par exemple. La forme de la grille, on la retrouve dans l'alvéole de l'abeille, par exemple. Les grilles sont des structures très solides. Si vous avez besoin de construire quelque chose de solide, spontanément, vous avez intérêt à essayer de construire quelque chose qui soit sous forme de grille, par exemple. Oui, ça, c'est ce qu'on appelle les modèles naturels. Donc, c'est important, pour bien connaître ces principes, d'avoir un minimum de connaissances sur la nature en général, ce que je viens de vous dire, et aussi sur votre nature, enfin, ce qu'il y a autour de vous. Si vous êtes jardinier, je pense qu'il y a beaucoup de jardiniers et de jardinières ici, c'est très important d'avoir une très bonne connaissance théorique et plus sensible de votre terrain, votre sol, votre climat, ce qui pousse, ce qui ne pousse pas. Ce matin, une personne qui était là me demandait, m'expliquer pourquoi elle avait du mal à faire du jardin. Je lui demandais un peu comment est votre jardin, comment il est situé, orienté, etc. Et je lui demande qu'est-ce qui pousse facilement. Elle me dit un truc, la prêle. Je dis, ah, la prêle, elle aime les sols acides. Je parie que vous avez facilement des framboises, des cassis, etc. Elle me dit, ah oui, ça pousse super facilement. Et je parie que vous avez du mal avec les poireaux. Elle me dit, ah, les poireaux, j'en ai pas. Je dis, bah oui, voilà. Vous voyez, c'est tout simple. Ça, c'est... Pourtant, je ne connais pas son terrain, je ne sais pas où elle habite, mais c'est des évidences. Une fois qu'on connaît, qu'on a juste quelques notions sur le fonctionnement biologique des écosystèmes, et bien du coup, on va peut-être se dire, c'est pas la peine de m'acharner à faire pousser des poireaux. Ici, c'est pas adapté. Par contre, il y a des cultures qui ici sont super efficaces, qui poussent toutes seules. Je vais essayer juste de trouver des plantes qui m'arrangent et qui ont à peu près les mêmes besoins et les mêmes caractéristiques, qui sont la même famille botanique, etc. Et là, ça va me demander très peu de travail. Mais pour arriver à faire ces choix-là, soit vous demandez conseil à quelqu'un qui va vous dire fais ci, fais ci, fais ci, mais vous ne savez pas pourquoi ça marche, vous n'allez pas très progresser. Soit vous allez comprendre les principes de la permaculture et de vous-même, vous allez être capable de vous poser les bonnes questions et de trouver les bonnes réponses. C'est pour ça que je dis dans le livre, j'essaye de ne pas donner du poisson mais d'apprendre à pêcher. C'est un peu ça mon objectif. Alors, je vais vous présenter
Dans le livre, il y a une quinzaine de principes de la permaculture que je présente. C'est toujours de la même manière, il y a toujours une présentation un tout petit peu théorique, des exemples les plus concrets possibles, avec des photos, des schémas, des graphiques, enfin plutôt des photos et des schémas d'ailleurs. Et puis, ça finit toujours par une petite série de questions pour que le lecteur puisse se dire, ben, moi, dans mes pratiques aujourd'hui, ou dans le projet que je suis en train d'essayer de mettre en place, est-ce que ce principe-là, je suis en ligne avec? Est-ce que je le respecte? Et si je ne le respecte pas vraiment, si j'en suis loin, comment je pourrais faire pour m'en rapprocher un petit peu? Et puis, il y a aussi souvent une question pour dire comment, attention à ne pas l'appliquer de manière dogmatique, parce que certains principes sont valables dans un contexte et pas forcément dans l'autre. Je vous donnerai quelques exemples peut-être si vous voulez tout à l'heure. Alors, je ne vais pas vous les décrire tous ces principes, je vais m'arrêter sur ceux qui m'ont le plus marqué, moi, personnellement. Alors le premier, j'ai appelé ça « concevoir des systèmes ». Je vous ai parlé à plusieurs reprises de systèmes. Qu'est-ce que c'est qu'un écosystème dans la nature? C'est un ensemble d'êtres vivants qui vivent en interaction les uns avec les autres et avec leur milieu. Et vous ne pouvez pas toucher à l'un sans perturber l'ensemble. C'est ça un écosystème. Et nous, en permaculture, on essaye de concevoir des écosystèmes habités. Donc dedans, dans le mot écosystème, il y a système. Bon, alors, les systèmes qu'on va essayer de produire, de mettre en place, ce sont des systèmes autorégulés. Des systèmes qui fonctionnent le plus possible tout seuls, comme la nature. Des fois on me dit, t'es bien gentil avec ta permaculture, mais enfin, si on n'est pas là pour s'occuper, enfin pour piloter, faire fonctionner, on n'aura rien. Et à chaque fois je dis, bah écoute, une forêt sauvage, que je sache, ça n'a jamais été planté par personne, personne ne verse jamais d'engrais, ne taille, ne récolte, et pourtant, il n'y a pas plus productif qu'une forêt. Il n'y a pas plus productif. Une forêt, en quantité de biomasse, en quantité de production de bois, de feuilles, de fruits, de fleurs, etc., ça bat à plat de couture le champ de blé produit avec force engrais, moissonneuse-batteuse, etc. Donc l'agriculture moderne, par rapport à une forêt, c'est ridicule, c'est nul. Et en plus, la forêt est positive sur le plan écologique, alors que cette agriculture-là est destructrice. Bon. Donc, créer comme une forêt un système autorégulé. Et pour qu'il soit autorégulé, ben c'est très simple, il faut qu'il soit diversifié. Plus un écosystème est appauvri, comme une monoculture par exemple, plus il est fragile, plus il est vulnérable. Quand vous faites une monoculture de patates sur 50 hectares, c'est assez facile à comprendre que si vous vous amusez, parce que vous n'aimez pas votre voisin, à venir avec une petite boîte avec une quinzaine de dorifores, là, et que vous les libérez au milieu du champ, dans peu de temps, il y aura des dorifores dans tout le champ. Parce que, en fait, c'est quoi un champ dans monoculture? C'est une réserve écologique à dorifores, si c'est des patates. C'est même pas un corridor écologique, c'est une réserve. Bon, imaginez que vous êtes dorifore et qu'on vous balance comme ça dans un champ de patates, enfin, c'est Disneyland, quoi. Vous avez le gîte, le couvert et aucun prédateur, pour l'instant. Bon. Et la permaculture, elle nous invite à faire l'inverse. Au lieu d'appauvrir, diversifier, complexifier, enrichir en permanence. Bon, ça, c'est le... Et si on arrive à faire ça, on va se retrouver avec un écosystème dans lequel, plus les années vont passer, moins on aura besoin de travail à faire, et plus on aura de récolte. Parce qu'une grande partie des actions qui sont nécessaires pour que cet écosystème produise seront faites par l'écosystème lui-même. Exemple type, si vous êtes jardinier et que votre difficulté c'est d'aérer votre sol pour pouvoir faire des semis de carottes par exemple, ou pouvoir repiquer des choux par exemple, vous avez intérêt à ce que votre sol soit meuble. Pour ameublir votre sol, vous avez au moins deux solutions, il y en a plein d'autres, mais première solution c'est faire en sorte qu'il y ait des lombriques dedans, qu'il y ait une vie du sol très riche. Ils vont se déplacer, creuser des galeries, mourir, être mangés, faire pipi, faire caca. Enfin, voilà. Il va y avoir une vie du sol qui va faire que le sol va être meuble. La deuxième solution, c'est le motoculteur. Bon, si vous utilisez le motoculteur, qu'est-ce qui se passe? Vous détruisez la vie du sol, vous détruisez des êtres vivants dans le sol, vous tassez votre sol. Ben, le résultat, c'est que votre sol va être tassé, va être plus dur, et donc, quelques temps plus tard, vous aurez besoin d'ameublir votre sol, et là, vous aurez le même problème. La même difficulté. Bon, donc, quand vous commencez à faire certains travaux, vous êtes condamné à les refaire. Ça, c'est implacable. C'est implacable. Bon. Je vous donnerai un autre exemple tout à l'heure avec les limaces.
Je pense que ici, les jardiniers, la problématique des limaces au printemps, quand on repique les salades, là, on pose souvent des questions sur les limaces. J'aurai un autre argument là-dessus, tout à l'heure. Alors, il y a une phrase de Bill Mollison qui résume un peu ce que je viens de vous expliquer. Une phrase qui est, pour moi, c'est la plus forte que j'ai lue sur la permaculture. Celle-là, ça fait partie des phrases qui ont changé ma vie. Tout travail est un besoin qui n'est pas rempli par le système. Tout travail est un besoin qui n'est pas rempli par le système. Ça veut dire, à chaque fois que vous travaillez, si vous travaillez, c'est pour une raison très simple, c'est que ce dont vous avez besoin ne vous est pas donné spontanément par le système dans lequel vous vivez. Si vous vivez, vous êtes d'accord avec moi, si vous vivez dans un espèce de jardin d'Éden où en permanence il y a une profusion de fruits, je ne pense pas que vous allez vous casser la nénette à cultiver des patates, à moins que ça vous éclate. C'est toujours mieux, d'ailleurs, je ne dis pas que c'est mal, hein. C'est mieux de faire son jardin en se fatiguant que d'aller à la salle de gym en voiture. Bien d'accord. Mais bon, je veux dire, si ça tombe tout seul, vous savez, d'ailleurs, je dis beaucoup, le saint patron des permaculteurs, je ne l'ai pas dit dans le livre, mais j'espère que s'il y a une réédition, j'aurai la possibilité d'avoir les droits pour mettre une image. Le saint patron des permaculteurs, c'est Balou, dans le livre de la jungle. Vous savez, la fameuse scène où il est allongé, il chante, là, et puis il est sur la rivière, et puis Mowgli est dessus, et puis il ramasse une banane, et il chante, il en faut peu pour être heureux. Et surtout, la phrase importante, c'est « un peu d'eau fraîche et de verdure que te prodigue la nature ». Ça, c'est la permaculture. On met en place un système qui nous prodigue tellement de choses que du coup, on n'a plus besoin de travailler pour satisfaire nos besoins. Si on bosse, c'est qu'on n'a pas ça. Voilà. Alors pour moi, en plus, je suis un grand fan de Gaston Lagaffe, ceux qui aiment bien Lagaffe. Le hamac, par exemple, hein, c'est quand même un des objets emblématiques de Gaston Lagaffe. Je pense que Gaston Lagaffe, aujourd'hui, s'il vivait vraiment, il serait assez passionné par la permaculture. Alors, attention, ça ne veut pas dire que j'ai un copain qui dit que la permaculture, c'est un truc de feignant. Bon, quand il m'a dit ça, je lui ai dit, enfin il y a du boulot quand même, hein, quand on fait même un système en permaculture mature, qui fonctionne bien, il y a quand même du boulot. Il y a la maintenance, la taille, la récolte, je sais pas moi, ramoner son rocket stove, réparer ses clôtures de temps en temps, il y a quand même du boulot, quoi. Pas exagérer non plus. Ce que je dis, c'est que la permaculture, c'est pas un truc de feignant, c'est un truc de gens qui n'ont pas envie de travailler pour rien. Voilà, je préfère dire ça. Alors là, je me reconnais tout à fait là-dedans. Des gens qui n'ont pas envie de travailler pour rien, qui ont envie de libérer du temps, qui ont envie de libérer, enfin, pour faire autre chose que du travail un peu, surtout si c'est du travail harassant. Voilà, donc, créer des systèmes, mettre en place des systèmes qui vont, plus ils vont devenir matures, plus ils vont être autorégulés, plus ils vont fonctionner tout ça. Et puis, je dis brièvement, je ne sais pas quelle heure il est déjà, mais... D'accord. D'accord. Bon, alors donc, des systèmes fermés. Fermés, ça veut dire une chose très simple. Ils n'utilisent que des ressources locales, sur place, et tous les déchets qu'ils produisent sont réutilisés sur place. Donc, un système fermé, c'est un système en boucle, en circuit fermé. Si vous voulez mettre en place un système, un écosystème habité, vraiment permaculturel, il faut qu'il soit en circuit fermé. Alors normalement, une fois que vous avez compris ça et que vous réfléchissez un peu à votre mode de vie ou au mien, enfin au nôtre, on est aux antipodes de ça. On se nourrit, on se chauffe, on s'habille, on se soigne, on se déplace, etc. Presque exclusivement avec des objets qui viennent de loin, qui sont fabriqués avec des matières premières qui viennent de loin, etc. Donc, on est ouvert en amont. Et en plus, quasiment tout ce que ça génère comme déchets part très loin. Les CO2, ça finit partout. La pollution, on retrouve des dioxydes dans la graisse des manchots et dans le lait maternel des ours blancs, où il n'y a pas trop d'usines là-bas, hein, on est d'accord. Voilà, on trouve des plastiques dans les mers. Donc, on est sur des systèmes qui sont totalement ouverts. Un système ouvert, c'est par définition, j'insiste bien là-dessus, c'est par définition un système qui ne peut que s'effondrer. Ça n'est pas possible qu'un système ouvert dure longtemps. Donc il faut absolument boucler les flux. Absolument. Donc ça veut dire se déplacer très peu, manger de la nourriture produite hyper localement. Moi je ne parle pas de circuit court, je parle de circuit hyper court. Un circuit court où les salades viennent de 20 km en camionnette, c'est une aberration écologique tout autant que si les salades viennent en camion hyper moderne de 200 km. Je ne vais pas me faire des amis peut-être parmi des amateurs d'AMAP, mais il faut être écologiquement parlant, c'est aussi une aberration. Et moi, je suis membre d'une ABAP, enfin, c'est comme ça, hein, mais c'est juste, il ne faut pas des circuits courts, il faut des circuits hyper courts.
hyper court. Ou par exemple pour le compostage, il faut que, souvent je dis à mes amis jardiniers, rien de ce qui pousse dans ton jardin ne doit en sortir, sauf ce que tu manges. Sinon tu dois tout composter. C'est un désastre de voir, vous savez, les sacs en carton qui sont remplis de tontes d'herbes ou de feuilles mortes. Ça monte dans des camions, ça part dans des usines ou dans des grosses unités qui vont les composter, et puis ensuite on va dire aux habitants, ah venez, vous avez du compost gratuit, donc ils vont venir en voiture, ils vont remplir des poubelles, ils vont ramener ça sur le même jardin. Quand même, à un moment, il faut arrêter les délires, quoi. Alors qu'il n'y a qu'à juste le laisser dans son jardin, sur son sol, pour l'enrichir, ou l'abeublir, ou le couvrir pendant l'hiver, et voilà, et ça va nourrir le sol, les lombrics, les bestioles, enfin, voyez. Donc, boucler les flux. Les toilettes sèches, c'est une des meilleures manières de boucler les flux. Tout ce qui rentre dans votre logement, au lieu de partir dans les toilettes, dans les rivières et dans la mer, y compris les nutriments, le magnésium de vos bananes, le potassium de votre chocolat, etc., ça finit dans vos toilettes sèches, et ça finit dans votre jardin, au pied de vos fruitiers, etc. Et ça voilà, on boucle. Un système permaculturel, c'est un système fermé. Voilà. Alors, dans le livre, j'explique concrètement comment on peut mettre en place un système fermé. C'est très simple. Il y a un concept qui est central en permaculture, qui est le concept d'emplacement relatif. Ça consiste juste à dire, je veux mettre dans mon jardin, par exemple, je sais pas, 3 éléments, je veux une mare, je veux un poulailler, je veux une serre. Comment je peux faire pour les articuler les uns avec les autres, de telle sorte que l'un produise ce dont a besoin l'autre. C'est juste ça, c'est l'emplacement relatif. Je ne sais pas si vous connaissez, enfin j'imagine, la ferme du Bec et Loin, que j'ai visité souvent parce que j'ai eu la chance d'y passer une semaine, hors formation, c'était super. Et ben là-bas, il y a un poulailler dans la serre, ce qui permet de maximiser les avantages des deux. On nourrit plus facilement les poules avec les déchets de culture de la serre. Les poules produisent de la chaleur, donc au moment des semis, on fait les semis dans la serre, donc on gagne un petit peu de temps, et on met les semis sur le toit du poulailler, donc en haut de la serre, où il fait plus chaud, donc on gagne. Vous voyez, c'est tout bête, c'est du bon sens en fait. C'est une manière judicieuse d'assembler 2 éléments, de telle sorte que ça nous procure moins de travail. Voilà, ensuite, je vais passer... Allez, un autre principe qui me plaît beaucoup, que j'ai intitulé « N'intervenir que si nécessaire ». N'intervenir que si nécessaire. Donc là, tu peux passer à... Voilà, c'est cette image-là. Alors ça, j'appelle ça l'échelle des interventions. L'idée, c'est, quand vous avez un problème quelconque, une décision à prendre, vous avez, en gros, hein, c'est un peu schématique, mais globalement, vous avez 4 possibilités pour essayer de régler votre problème. La première solution, à gauche, c'est ne rien faire. Et quand on a un petit peu d'expérience, et moi je commence à en avoir un peu malheureusement, on sait qu'il y a plein de situations dans lesquelles le mieux qu'on puisse faire pour régler un problème, c'est rien. Enfin, normalement, quand on a un peu de bouteille, on le sait, quoi. Et des fois, c'est même pas la peine de se fatiguer, on laisse pisser et ça va se régler tout seul, parce que le problème n'est pas si grave, ou parce que voilà, ça va s'organiser, ça va se régler tout seul. Bon. Deuxième possibilité, utiliser des ressources biologiques. Les ressources biologiques, c'est le rayonnement du soleil, c'est l'existence d'animaux dans notre terrain, c'est le ruissellement de l'eau de l'amont vers l'aval. Ça, c'est des ressources biologiques, ça nous est donné, c'est gratuit. Pourquoi pas les utiliser quand on peut? Troisième niveau, c'est les ressources mécaniques. Donc les ressources mécaniques, là, il faut du travail humain. Alors, on utilise nos muscles, ou on utilise des outils. Les outils, ça peut être une grelinette ou un motoculteur, ça peut être un vélo ou une voiture, ou une trottinette, ou des patins à roulettes. Des outils et de la force physique. Et puis le quatrième niveau, c'est les ressources des médicaments, des engrais, des pesticides, etc. Alors les permaculteurs aguerris ont coutume de dire qu'un bon système en permaculture, il se contente des 2 premiers niveaux. On n'a pas besoin d'aller au-delà. De temps en temps, on a besoin du 3e, notamment pour mettre en place. Quand vous construisez un poulailler, évidemment qu'il vous faut un peu de force physique et d'outils et de planches et de tout. Bon. Mais une fois que ça fonctionne, tout ça, normalement, on a peu besoin, et puis on n'a quasiment pas besoin, sauf exceptionnellement, de ressources minérales ou chimiques. Exceptionnellement, mais des fois oui. Si à 1 heure j'avais une migraine carabinée, j'ai beau dire il faut essayer de ne pas utiliser des ressources chimiques, je pense que j'aurais pris un Doliprane. Parce qu'il aurait bien fallu que j'assure la conférence. Donc voilà, il ne s'agit pas de dire c'est mal, il ne faut pas le faire, comme si c'était un crime, quoi. C'est juste quand c'est bien conçu le système, quand on est en bonne santé, qu'on mange bien, qu'on dort bien, on a moins besoin de médicaments chimiques. C'est ça. Alors, pourquoi j'aime beaucoup cette échelle? Parce qu'elle nous invite à être créatifs. Elle nous invite à être imaginatifs. J'ai un problème, au lieu de me précipiter sur la solution que j'ai toujours expérimentée,
ou que mes parents ou mes grands-parents expérimentaient. Vous savez, je vais vous raconter peut-être l'histoire après d'une dame qui, depuis toujours, met son rôti au four en coupant les deux bouts du rôti. Et un jour, son mari, lui, ça fait 30 ans depuis commune, il lui demande « Mais pourquoi tu coupes les deux bouts du rôti avant de le mettre au four ?» Elle dit « Parce que ma mère faisait comme ça. » Donc le mari demande à sa belle-mère pourquoi vous faisiez comme ça, et elle dit parce que quand je me suis mariée, mon plat était petit, donc en fait il fallait que je coupe le bout pour que ça rentre. Bon, voilà. Et moi très souvent j'entends des gens dire ouais, moi tu sais je jardine depuis longtemps, et j'ai envie de dire mais c'est pas parce que tu jardines, enfin je le dis pas, c'est pas parce que tu jardines depuis longtemps que tu fais pas des bêtises. Moi je suis enseignant, je peux enseigner depuis longtemps et avoir des pratiques pédagogiques mauvaises ou négatives. Donc des fois il faut se poser un peu des questions sur ce qu'on fait. Bon. Toujours l'invitation à prendre ses responsabilités. Et là, moi j'aime bien ça parce que ça nous invite à être créatifs, à être imaginatifs. Donc l'exemple des limaces, vous avez trop de limaces parce que c'est la première année que vous faites un jardin. Première option, vous faites rien. Alors c'est sûr que la première année, vous allez peut-être peu récolter, pas grand-chose. Mais si vous supprimez des limaces, qu'est-ce qui va se passer à la fin de l'année? Si vous n'avez pas de limaces, vous n'avez pas de prédateurs de limaces. Donc quand elles vont revenir, même de chez votre voisin, ou quand les rares limaces qui auront survécu et qui auront pondu sous la terre se développeront les printemps suivants, il n'y aura pas de prédateurs, donc elles vont à nouveau pulluler. Voilà, donc il faut qu'il y ait des limaces dans un écosystème pour qu'elles ne soient pas trop nombreuses. Et c'est un peu curieux à comprendre, mais voilà, il faut qu'il y ait de tout. Si vous voulez que ce soit équilibré, il en faut. Bon. Donc, si vous laissez faire, les prédateurs vont venir, parce que forcément c'est table ouverte. Hein. Ils aiment les limaces, il y en a plein, donc ils vont venir, ils vont se reproduire. C'est comme les renards et les lapins, hein, pour ceux qui ont fait des études d'écologie. Et là, petit à petit, ça va se réguler. Alors c'est sûr que ça, si vous êtes un jardinier amateur et que vous voulez juste avoir quelques tomates pour de petits-enfants, ça va, vous pouvez supporter ça. Si vous êtes maraîcher professionnel, vous pouvez dire, t'es gentil, mais là, je viens de m'endetter, il faut que j'en sorte de la tomate ou de la salade. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, ces principes ne sont pas des dogmes. Ça dépend du contexte. Bon, alors, deuxième possibilité, pour lutter contre les limaces, les ressources biologiques. Pour éviter qu'il y en ait trop de limaces, ben, qu'est-ce que vous pouvez faire de mieux? C'est essayer de faire qu'il y ait plus de prédateurs de limaces. Bill Mollison disait, quand on me dit il y a trop de limaces, je dis il n'y a pas assez de canards. Il y a des canards coureurs qui aiment bien les limaces, il y a les orvées qui aiment beaucoup les limaces, les carabes, c'est des petits insectes qui aiment beaucoup les œufs de limaces, les hérissons. Très friands. Donc si vous voulez qu'il n'y ait pas trop de limaces l'année prochaine, le mieux que vous puissiez faire, si vous avez un grand jardin, c'est d'aménager un espace, je sais pas, un tas de feuilles mortes et de branchages pour augmenter les chances qu'il y ait un petit hérisson qui vienne. En plus c'est trop mignon, j'adore les hérissons. Et puis, je sais pas, une tôle ou une plaque de ferraille, parce que les orvées aiment beaucoup ça. Enfin, vous voyez, c'est le mieux qu'on puisse faire. Et puis, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, des fois ça peut être décourageant, mais si vous faites ça, et si en plus vous avez la chance d'avoir des voisins qui font à peu près ça, et que l'écosystème autour de vous n'est pas trop dégradé, ça va petit à petit se réguler. Troisième option, c'est les ressources mécaniques. Donc là, vous allez piéger, mettre des pièges à la limace, des pièges de la bière. Vous les ramassez à la main, ça prend du temps quand même. Hein. Puis après, moi je connais des gens qui découpent au sécateur. Mais oui. Il y a des gens aussi qui les ramassent et qui les jettent chez le voisin. Ce qui est une autre manière d'utiliser des ressources mécaniques pour lutter contre les limaces. Alors ça dépend si vous êtes en bon terme avec votre voisin. Bon, en tout cas, si vous faites ça, vous êtes sûr que vous combattez les limaces, mais c'est comme Sisyphe, là, vous êtes condamné à refaire et à refaire et à refaire en permanence. Voilà. Et puis la quatrième option, on a mis une jolie tête de mort là pour dire qu'on n'aime pas quand même. Et c'est, je sais plus comment on appelle ça, ce produit-là, qui va tuer les limaces, mais qui arrivera au même résultat. Et ça, c'est valable au jardin, mais c'est valable dans tout. Moi, j'ai l'habitude d'utiliser l'exemple de la dispute conjugale. Chamailler avec votre conjoint, bon, la meilleure des choses que vous ayez à faire, si c'est pas très grave, c'est pisser, quoi. Enfin, très souvent quand même, hein. Enfin, normalement, quand on a une longue vie de couple, on sait que si on commence à essayer de régler tous les problèmes de chaussettes qui traînent et de télécommandes pas rangées au même endroit, ça devient, c'est l'asile pénitentiaire, quoi. Donc très souvent, il faut se dire, là, c'est bon, je laisse tomber. Deuxième option, ça peut être utiliser des ressources biologiques, on va faire une bonne bouffe, on sort au resto, et puis tout ce que vous pouvez imaginer. Les ressources mécaniques, là on entre dans des systèmes de solutions qui sont moins durables. Hein. Ça va être l'engueulade, la paire de claques, voilà, le couteau, je crois qu'on est assez d'accord. Et puis les ressources chimiques, ça va être l'arsenic ou l'acénique. Bon.
Je ne dis pas que les 4 solutions sont toutes à votre disposition et que vous avez le choix entre... Non, c'est juste pour dire que c'est facile de comprendre que plus on va vers les solutions 3, 4 et plus moins on est vers du durable. Bon, c'est... J'espère que j'ai donné d'idées à personne. Voilà, alors, application au jardin, c'est l'image d'après. Il y a 3... Allez, on va dire, c'est très très schématique et caricatural, mais il y a 3 grands jardinages. Le jardinage qui est à droite, j'appelle ça le jardinage à la papy, et je ne veux vexer personne, quand je pense ça, c'est très affectif pour moi. Mon papy jardinait énormément, et il rentrait du boulot, il passait son temps dans son jardin, et j'aime bien dire que mon papy était coiffé en brosse, et que son jardin aussi était coiffé en brosse. Ça vous donne une idée de ce qui pouvait être son jardin. C'est 3 rangées de carottes, 3 rangées de patates, 3 rangées de... etc. Voilà. Rien entre, aucune mauvaise herbe, entre guillemets. Notion de mauvaise herbe en permaculture, ça n'a aucun sens, mais lui, mauvaise herbe. Binage, arrosage l'été, bêchage, enfin bon, parce qu'il était avant le motoculteur, vous imaginez. Voilà, ça c'est un travail qui est sur l'échelle, vous voyez, 0 sauvage, 10 très interventionniste, très transformé, 0 égale aussi 0 travail, 10 égale travail très intense. Le jardinage à la papy, mon papy, c'est un travail qui est harassant, on y est tout le temps. À gauche, très près du 0, la zone sauvage, la forêt c'est la zone sauvage, vous allez ramasser des champignons, vous n'allez pas bosser. Si ce n'est que ramasser des champignons, enfin, c'est pas un boulot, hein. C'est un plaisir. Le jardin-forêt va être vers 1 et 2. Dans les premières années, quand vous plantez vos arbres, quand vous concevez le jardin-forêt, ce sera peut-être à 7 ou 8, mais très vite, ça va diminuer, et à la fin, ça va se rapprocher de 1 ou 2. Dans un jardin-forêt qui marche bien depuis 7, 8, 10 ans, le seul travail, c'est la récolte. Presque ça. Et puis un peu de plantation et de semis dans des petites zones de clairsemées, clairières, etc., où là, vous allez continuer à avoir vos tomates et vos carottes, mais sinon, l'essentiel de votre nourriture, ça va être des plantes spontanées, ça va être des plantes sauvages. Vous savez que 90% des plantes sauvages en France sont comestibles. Il y a beaucoup de feuilles d'arbres qui sont comestibles, les feuilles de frêne, etc. Bon, pas toutes les années, enfin, pas toutes les périodes de l'année. Bon. Et le jardinage classique, ben, c'est... le jardinage permaculturel, c'est un peu entre les deux. Et un jardinage permaculturel, dans le livre, je donne des photos de ces 3 exemples. Et un jardin-forêt, peut-être que... Alors, je vais en parler tout à l'heure dans les questions, si vous avez envie que je vous donne des exemples de jardin-forêt. Mais un jardin-forêt, c'est vraiment... c'est le Graal un peu en permaculture pour produire la nourriture. Tous les permaculteurs aguerris disent « Moi, je rêve d'avoir mon jardin-forêt ». Et effectivement, j'en ai vu et c'est extraordinaire. Bon, donc, la permaculture, appliquée à la production de nourriture, elle nous invite à essayer d'aller le plus possible vers le 0. Donc toujours une invitation à réfléchir comment je peux... Quand on me demande, je vais commencer un jardin, par quoi je commence? Ma réaction, ma première réponse, c'est commence par te demander ce que tu pourrais ne pas faire. Alors, en général, ça surprend, mais oui, commence par te demander ce que tu pourrais ne pas faire, ou arrêter de faire. Et, alors ça, c'est... il y a un ingénieur agronome et biologiste japonais qui s'appelle Fukuoka. Vous connaissez peut-être une image, c'est un vieux sage japonais typique, on l'imagine sorti d'un film. Fukuoka, il a théorisé ce qu'il appelle l'agriculture du non-agir. L'agriculture du non-agir, ça ne veut pas dire ne rien faire. Il n'a jamais écrit « ne faites rien pour faire pousser du riz », par exemple. Ce que veut dire agriculture du non-agir, ça veut dire avant d'agir, demandez-vous toujours si c'est utile d'agir. Demandez-vous toujours si vous n'allez pas produire quelque chose d'indésirable. Il y a une très belle métaphore où il dit, nous dans nos sociétés, on est comme un fou qui irait marcher régulièrement sur son toit, qui casserait des tuiles, jusqu'à ce que le toit fuit quand il pleut. Donc il aurait un problème, donc il se dirait maintenant il faut réparer mon toit, donc il remonterait sur son toit pour réparer ses tuiles, et puis quand il aurait réussi à réparer ses tuiles, il serait tout fier, il ferait le malin, en disant, t'as vu comme je suis fort pour réparer les toits. Ça, c'est le monde moderne. On se rend malade de plein de manières, on mange mal, on se déplace trop, on dort pas assez, on a des ondes Wi-Fi, ben voilà, on se rend malade, puis après on va chez le médecin et on prend des médicaments pour aller mieux. Et puis vous avez des entreprises qui disent, oui, c'est super, ça produit du PIB, ça produit de la richesse, et c'est dans le développement durable parce que ça améliore la santé humaine. Bon, quand vous réfléchissez bien, c'est tout aussi dingue qu'un fou qui marcherait sur ses tuiles pour les réparer après. Bon, ça c'est l'agriculture du non-agir. Encore une fois, je disais tout à l'heure, n'intervenir que si nécessaire. Réduire le champ de nos interventions, très souvent, c'est bien plus efficace de ne rien faire. Pas tout le temps, évidemment, mais très souvent.
Voilà, et puis il me reste peut-être quelques mots sur... allez, quelques mots. Avec les questions. Ah ouais, alors j'arrête. Sinon, non, j'arrête. Excusez-moi, je suis bavard et je peux continuer longtemps, donc j'arrête. Je vous donne tout de suite la parole. Et alors, si vous voulez m'interroger sur les techniques de permaculture et sur le design, qui sont les deux derniers chapitres du livre, là, je vous répondrai à ce moment-là, mais je laisse le temps pour les débats.